La chronique de Chloé, une étincelle pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique de Chloé, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre, apprendre et avancer dans votre quotidien. Aujourd'hui, nous retrouvons Muriel Bogart pour aborder cette thématique, le harcèlement scolaire. Muriel, bonjour. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Merci Muriel de parler d'un sujet qui, je crois, te tient particulièrement à cœur. Oui, tout à fait, c'est le harcèlement scolaire. Alors, dis-nous en plus, parce que je crois qu'aujourd'hui, tu vas aborder dans le harcèlement peut-être deux thématiques. On va bien sûr parler des personnes qui sont harcelées, mais tu vas nous apporter un éclairage supplémentaire sur ce que vit aussi le harceleur. Je te laisse en parler. Avec plaisir. Donc, moi, j'ai décidé d'accompagner les harceleurs. Et bon, j'avoue que j'ai eu un désaccord dans mon entourage. J'ai été moi-même confrontée au harcèlement. Mon fils s'est fait harceler. Donc, il était en 6e à 10 ans et il a vraiment très mal vécu les choses. Il a beaucoup souffert, il a eu beaucoup de peur, il a été isolé. Et alors, on le conduisait chez le psychologue et le psychologue posait toujours la question « Mais qu'est-ce que tu peux faire pour ne plus être harcelé ?» Alors là, ça portait vraiment une responsabilité sur lui. Et je me suis dit, c'est pas envisageable parce que comme c'est lui qui est harcelé, c'est une victime et ce n'est pas à lui de changer. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il était peut-être intéressant de faire les choses différemment, accompagner le harceleur pour vraiment provoquer un changement. Eh ben, c'est une super réflexion à laquelle on pense pas toujours. C'est vrai que quand on parle harcèlement scolaire, on pense aux personnes qui se font harceler. On a un petit peu moins d'empathie envers le harceleur. Alors, je dis pas qu'il faut avoir de l'empathie. Tu vas nous dire justement en quoi consiste ton accompagnement. Mais en tous les cas, s'intéresser au pourquoi les harceleurs harcèlent, c'est un point de vue qu'on voit beaucoup moins et qui pourtant est visiblement porteur. Alors avant de nous expliquer tout ça, est-ce que tu pourrais nous parler déjà de ce qu'est le harcèlement scolaire ? Parce que j'imagine dans les cours de récréation, on a des petites moqueries, on est un peu taquin, mais à partir de quand on peut considérer que c'est du harcèlement scolaire ? En fait, le harcèlement scolaire, il suit son propre rythme, il se met tout doucement en place. Donc il est composé de 5 phases. Ça commence en général au tout début d'année. Donc la première phase, c'est au mois de septembre-octobre. Donc ça commence vraiment par de toutes petites moqueries. Ensuite, il y a la deuxième phase, novembre-décembre. Alors là, ça s'intensifie dans la fréquence et dans la violence. C'est à ce moment-là que la victime commence, elle, à s'isoler. Ensuite, il y a la troisième phase, c'est janvier-mars. Là, c'est l'explosion. Tout le monde est vraiment au courant de ce qui se passe. Alors il y a d'autres enfants qui se moquent de la situation. Il y en a d'autres qui ignorent. Ensuite, nous basculons sur la 4e phase, c'est plus ou moins au mois d'avril, au mois de mai. Là, un enfant ou une personne qui a vu va en parler à un adulte. Et la dernière phase, c'est en juin, c'est là où les adultes interviennent. Et parfois, ça fonctionne et parfois, ça ne fonctionne pas. Ah oui, donc il y a un peu de la latence finalement. Voilà, exactement. Donc plus tôt on commence, moins la victime sera traumatisée. Parce que les traumatismes dû à un harcèlement, ça peut vraiment avoir des répercussions sur la vie adulte. Ah oui, donc là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on pourrait intervenir, enfin, on devrait d'ailleurs intervenir dès qu'on voit des petites moqueries pour, si je puis dire, court-circuiter tout ça, de manière à ce qu'il n'y ait pas ces autres phases qui s'installent tout au long de l'année. Exactement. Je vais dire, pas les moqueries de la première semaine, mais je vais dire déjà la deuxième. Ça veut dire que le harceleur a choisi déjà, je vais dire entre guillemets, sa victime. Et je pense qu'à ce moment-là, il va pas le lâcher. Et oui. Oui, parce que c'est vrai, jour de rentrée, semaine de rentrée, oh bah tiens, tes baskets, elles sont de telle couleur, t'as pas tel sac à dos, telle marque. Bon, ça, on l'a tous vécu. Alors, je dis pas que c'est forcément bien et qu'il faut continuer, mais en général, ça s'arrête assez vite et puis beaucoup sont concernés, mais c'est le fait que derrière, ça se poursuive. Voilà, c'est ça, la fréquence. Ouais, c'est ça. Alors, il y a cette notion de fréquence dans le harcèlement scolaire. Est-ce que le harceleur, il va harceler toujours au sujet de la même chose ? Est-ce que, par exemple, le harceleur va toujours se moquer du sac à dos ? Est-ce que ça peut être sur diverses thématiques ? Finalement, comment ça se passe ? Dès lors qu'il a choisi, je vais dire, entre guillemets, sa victime, tous les sujets seront bons à moquerie. Ah oui, tout. Oui. Sa couleur de peau, genre, t'es trop pâle, t'es trop blanc, t'es sans amis,
Si l'enfant, par exemple, au réfectoire, on va se moquer de lui, ne serait-ce que parce qu'il mange des tartines. Tout est vraiment sujet à moquerie. Oui, et puis ciblé sur une personne en particulier, c'est-à-dire que quelqu'un a un sac à dos rouge ou quelqu'un est palichon, on va pas forcément se moquer de lui, mais sur le même aspect, on va se moquer d'une autre personne parce que lui, par contre, a un sac à dos rouge ou est palichon. C'est ça. Voilà, je vais dire, le harceleur a ciblé sa victime, et c'est celle-là, et il va pas la lâcher. Et ça, les enseignants ne le voient pas. Alors, c'est pas du tout une critique envers les enseignants. Est-ce que c'est subtil, justement, ou est-ce que, parce qu'on pourrait se dire, mais là, l'adulte pourrait intervenir et puis dire, oh, tu arrêtes de faire ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe? Est-ce que l'adulte a conscience de ça? Est-ce qu'il voit le harceleur harceler quelqu'un? Disons qu'en première phase, là, comme tu disais tout à l'heure, là, c'est subtil. Mais en deuxième phase, là où ça s'intensifie, la fréquence augmente et que ça devient plus violent, je pense qu'il y a moyen de percevoir. Maintenant, c'est vrai que les enseignants ou l'équipe pédagogique, ils ont énormément d'élèves et ils ne sont pas tous en train de regarder ce qui se passe. Il y a trop de choses à surveiller. Maintenant, ils interviennent certainement quand il y a eu une plainte, soit des parents, souvent évidemment de la victime, ou soit un élève qui est allé le dire à l'équipe pédagogique. Sinon, je ne pense pas que les enseignants vraiment interviennent, ou alors il faut vraiment que ce soit très très flagrant. Oui, voilà, c'est ça, c'est que c'est pas toujours flagrant. C'est ça. Les jeunes qui sont harcelés, à partir de... Alors généralement, à partir de quand est-ce qu'ils commencent à en parler? À qui ils en parlent? Leurs parents, leurs amis? Est-ce qu'ils osent justement aller vers les autres? Disons qu'à mon avis, ils en parlent en premier lieu à leurs parents. Parce que bien souvent, justement, le rôle des parents, c'est d'être aussi attentifs. On voit beaucoup de parents qui sont, eux, attentifs sur le fait que leurs enfants ne soient pas victimes. Donc, à un moment donné, les parents questionnent leurs enfants. Mais on voit quand même peu de parents qui sont attentifs sur le fait que leurs enfants pourraient être eux-mêmes harceleurs. Et oui, alors du coup, comment ça se passe? Moi, je repense à toutes tes étapes, j'essaie de suivre ce cheminement. En général, comment ça se passe? On prend sur le fait la personne qui harcèle, donc le harceleur. Le harcelé, lui, va généralement suivre une thérapie, avoir un accompagnement, c'est ce que tu nous disais. Et le harceleur, qu'est-ce qui se passe pour lui? Ça dépend si l'adulte, il peut arriver aussi qu'un enfant aille dire, ou même un parent aille dire qu'un enfant est victime de harcèlement. Et l'école peut éventuellement minimiser les faits et dire non, ce sont des taquineries, ce sont des petites disputes, des petites querelles d'enfants, mais non, ils minimisent. Ah oui, ils en sont pas encore à la bonne phase, c'est-à-dire ils pensent qu'ils sont encore en phase 1 alors qu'en fait les phases ont avancé, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui. Parce que c'est pas très bon pour la réputation de l'école. Parfois, ils essayent aussi d'arranger les choses sans faire trop de vagues. Sauf quand les parents interviennent, là, c'est un peu différent. Et oui, alors finalement, donc toi tu nous parlais de l'accompagnement du harceleur, ça débute quand? Comment ça se passe? Est-ce que c'est un petit peu préventif en se disant, parce que moi je me souviens en classe, il y a parfois des interventions pour prévenir le harcèlement, mais du côté plutôt harcelé. Si vous vivez cela, vous pouvez contacter l'équipe pédagogique, vos parents, il faut oser en parler, etc. Moi j'ai pas le souvenir qu'on parle justement aux harceleurs potentiels, en disant vous ne pouvez pas faire telle ou telle chose. Et alors, qu'est-ce que toi tu mets en place? Qu'est-ce que tu préconises? Est-ce que c'est préventif? Est-ce que c'est une fois qu'on a pris la main dans le sac, le harceleur, qu'on va pouvoir l'accompagner? Oui, moi c'est plutôt quand on a identifié le harceleur. C'est D'accord. Plutôt, je l'accompagne, je vais dire en séance, rien que nous deux, il n'y a rien de collectif. Et c'est chez moi que ça se passe, dans mon bureau. Il n'y a pas vraiment de lien avec l'école, justement, pour essayer de s'aider l'école et son rôle de harceleur, je vais dire. Et oui, toi, tu es un petit peu neutre. Enfin, tu travailles donc en cabinet libéral. Il y a la famille de la personne harcelée d'un côté, il y a l'école de l'autre. Et puis toi, tu es un petit peu cet endroit entre les deux. Le but, c'est d'avoir peut-être un lieu cocon, un lieu où l'enfant pourra aussi s'exprimer et où un accompagnement pourra débuter en toute bienveillance et sérénité. C'est ça, exactement, c'est ça. Et qu'est-ce que tu fais avec eux, alors du coup? Qu'est-ce que tu leur proposes? En fait, je le fais avec la méthode, avec les Lego. C'est un outil que tout le monde apprécie. Je pense que c'est facile de communiquer au travers des Lego. Donc, mais je tiens à préciser que ce n'est pas un jeu libre. Cette méthode, elle est très structurée. Elle est vraiment cadrée. Donc, je sais pas, moi, je leur pose une question. Je leur dis, construis-moi une situation de ce qu'est l'empathie pour toi, par exemple. Donc, il va construire un modèle. Je vais le laisser s'exprimer autour de ce modèle. Et si j'ai des questions à lui poser, je lui poserai des questions. Et en général, j'ai rarement peu
de questions à lui poser, parce que ce qui se passe, c'est qu'il parle au travers de son modèle. Et oui, c'est un média que tu vas utiliser et qui va lui permettre de s'exprimer finalement. Voilà, il prend du recul, donc il s'exprime plus facilement et il ne se sent pas directement visé par la situation, je vais dire. Donc il se rend compte de son comportement qu'il a avec l'autre. Il peut même trouver des solutions. On peut trouver des solutions pour agir de manière totalement différente que la manière dont il agit. Est-ce que tu formes les équipes à cette méthode, j'ai envie de dire un peu révolutionnaire, parce qu'encore une fois, on parle de la personne harcelante, voilà, du harceleur et pas du harcelé. Pour moi, c'est quelque chose d'assez innovant en fait. Ben non, justement, j'aimerais bien former des professionnels, mettre en place dans des écoles, des équipes éducatives cette méthode. Donc j'aimerais bien faire ça au travers de ton centre de formation. Ah, une belle proposition là. Voilà. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. En tout cas, moi je trouve que c'est un projet qui est innovant et qui mérite d'être connu, parce que de plus en plus dans les établissements, et ça c'est génial, on a des équipes malgré tout qui sont formées au harcèlement, on a des points de vigilance, on a des cellules d'écoute. Donc ça, je trouve que voilà, ça avance et c'est un très grand pas, c'est chouette. On se concentre bien évidemment plus souvent sur la personne harcelée, sur la victime comme tu le dis, et c'est très important. Se pencher du côté du harceleur, je trouve que voilà, c'est innovant et que ton accompagnement et la méthode que tu proposes méritent d'être connus, parce que c'est un point de vue qui est complètement différent et qui pour autant, je pense, pourrait permettre de se remettre en question et de ne pas recommencer à être dans ce schéma d'harcèlement finalement envers les autres. Muriel, un petit mot de la fin avant de nous quitter ? Je voulais ajouter aussi que je préfère vous dire que je ne cautionne pas le comportement du jeune qui harcèle. C'est pas parce que j'ai décidé de les accompagner que je cautionne leur comportement. Oui, c'est important de le souligner, effectivement. Mais ça, c'est comme toute personne qui aurait à un moment donné un comportement, on va dire, inadapté envers les autres, quel qu'il soit. Le but ici, c'est pas de cautionner. On peut pas cautionner certains comportements, mais en tout cas de chercher ensemble une solution pour pouvoir les accompagner pour que ce comportement ne se reproduise pas. Et je trouve que c'est une belle façon de le faire que de réfléchir à une solution aussi pour ce public-là. Oui. Merci beaucoup Muriel pour ta présence aujourd'hui. Très belle journée à toutes et à tous et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était la chronique de Chloé, une étincelle à retrouver en podcast sur le site radiosemnos.com.